Signalement de véhicule volé, permis et carte grise, maintenant. Agent, pourquoi m'avez-vous arrêté? Je viens de vous le dire, vos papiers. Quel est le numéro du signalement? Je ne débat pas avec vous. Donnez vos papiers. J'ai le droit de savoir pourquoi je suis Vous retenue. compliquez les choses pour rien. Je pose une simple question. La juge Jennifer Herald n'était plus qu'à 3 kilomètres de chez elle lorsque les gyrophares du shérif Samuel Hemsworth se sont allumés derrière sa voiture. Elle ne roulait pas trop vite, n'avait grillé aucun feu et n'avait enfreint aucune règle de circulation. C'était une juge fédérale qui était sur le point de devenir la cible du type même de profilage racial contre lequel elle avait passé sa carrière à se battre. Ce que Hemsworth ne réalisait pas, c'est que 5 caméras enregistraient tout ce qu'il allait faire. La femme qu'il venait d'arrêter avait le pouvoir de placer sous scellé des inculpations fédérales capables de faire tomber des organisations criminelles entières. La mallette posée sur le siège passager contenait des documents classifiés qui allaient déclencher une réponse de sécurité nationale en quelques minutes. Et ce contrôle routier fabriqué de toutes pièces allait mettre au jour une entreprise criminelle vieille de 15 ans, se terminer par 52 ans de prison fédérale et déboucher sur 35 millions de dollars de dommages et intérêts, lesquels financeraient précisément les organisations qui luttaient pour mettre fin à la corruption policière. Si vous êtes prêt à voir une femme démanteler le racisme institutionnel avec rien d'autre que son sang-froid et des preuves, aimez cette vidéo et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Et si c'est la première fois que vous passez ici, abonnez-vous maintenant, parce que vous ne voudrez pas manquer l'histoire de demain sur des gens qui se sont attaqués à la mauvaise personne. Entrons dans le vif du sujet. La juge Jennifer Herald avait 42 ans. Elle était sortie dans les 5% les mieux classés de sa promotion à Georgetown Law School, avait passé 8 années comme procureure fédéral avec un taux de condamnation de 94% dans les affaires de corruption publique et avait été assistante juridique à la Cour d'appel du 4e circuit. Sa nomination sur le banc fédéral, 4 ans plus tôt, avait survécu à des auditions de confirmation au Sénat si rigoureuses qu'on y avait même examiné ses contraventions de stationnement à l'université. Elle présidait des affaires impliquant le crime organisé, la corruption gouvernementale et la sécurité nationale. Elle avait l'autorité pour classer certaines procédures sous scellé, délivrer des mandats capables de geler des avoirs à travers des frontières internationales et rendre des décisions créant des précédents juridiques affectant des millions de vies. Cet après-midi-là, un jeudi d'octobre, Herald rentrait du tribunal fédéral de Houston, empruntant son trajet habituel à travers les banlieues calmes. Véhicule personnel, une Lexus LS 500 bleu nuit qu'elle avait achetée après 3 années d'épargne prudente sur son salaire fédéral. Les plaques du Texas étaient parfaitement visibles. Elle portait un tailleur anthracite ajusté, des boucles d'oreilles en perles et la petite épingle de la magistrature fédérale à son col, reconnaissable par ceux qui savaient quoi chercher. Elle avait passé la matinée à examiner des briefings classifiés sur une affaire de contre-terrorisme. Les documents reposaient dans sa mallette sur le siège passager et chacun marqué par des classifications de sécurité qui en faisaient des biens fédéraux soumis à des règles de conservation extrêmement strictes. Elle repassait mentalement son programme de la soirée, pensant à acheter quelques courses. Puis les lumières bleues et rouges sont apparues dans son rétroviseur. C'est à ce moment-là que le shérif Samuel Hemsworth, du comté de Kendall, a décidé de la faire s'arrêter. Herald a mis son clignotant et s'est rangée sur le parking d'une banque. Suivant la procédure, elle a placé ses 2 mains sur le volant à 10h10 et a attendu. Sa dashcam s'est activée automatiquement, une mesure de sécurité standard pour les juges fédéraux dont les décisions affectaient des personnes puissantes. Hemsworth s'est approché avec ce langage corporel qui parlait d'une autorité supposée plutôt que méritée. Main flottant près de son arme de service, lunettes d'aviateur cachant ses yeux, épaules tendues, mâchoire figée dans une expression qui indiquait que les jugements avaient déjà été rendus. Il lui a demandé son permis et sa carte grise sans la moindre introduction. La voix de Herald portait la même autorité mesurée que celle qui tenait des prétoires fédéraux. Elle lui a demandé pourquoi elle avait été arrêtée. La réponse de Hemsworth est tombée sans hésitation.
plusieurs signalements d'une Lexus volée dans le secteur. Son véhicule correspondait à la description. La formation juridique de Herald s'est activée instantanément. Les signalements de véhicules volés sont documentés, horodatés et vérifiables par le dispatch en quelques secondes. L'affirmation était soit légitime, soit fabriquée. Il n'existait pas de zone grise. Et elle a calmement demandé le numéro du signalement. La mâchoire de Hemsworth s'est contractée. Il a répété sa demande de permis et de carte grise, d'une voix plus dure cette fois. Herald a annoncé chacun de ses gestes en tendant lentement la main vers son sac à main sur le siège passager. Ses doigts ont trouvé le portefeuille en cuir contenant son permis texan ainsi que ses identifiants judiciaires fédéraux. Elle a extrait les 2 documents et les a tendus par la fenêtre. Les identifiants fédéraux étaient sans équivoque. Sceau officiel de la United States District Court embossé en or. Photographie. Nom complet. Jennifer Mary Herald. Titre. United States District Judge. Southern District of Texas. Mention de nomination à vie. Élément de sécurité conçu pour empêcher toute falsification. Miss Hemsworth a examiné ses identifiants pendant environ 4 secondes. Son expression est restée inchangée, sceptique, hostile, méprisante à parts égales. Son verdict est tombé avec finalité. Ses identifiants pouvaient être faux. Elle devait sortir du véhicule. Herald a senti quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Elle avait passé 8 ans à poursuivre des violations des droits civiques. Elle savait exactement ce qui se passait. Elle l'avait vu dans des dossiers, dans les témoignages de victimes, dans les schémas d'application discriminatoires que les procureurs documentent avec une précision statistique. Elle n'avait jamais imaginé le vivre elle-même. Elle a déclaré clairement que ses identifiants avaient été délivrés par la United States District Court. Ils pouvaient être vérifiés immédiatement dans les bases de données fédérales. L'immatriculation de sa voiture était à jour et légitime. Il n'existait aucun fondement légal pour poursuivre le contrôle. La réponse de Hemsworth fut un ordre, pas une demande. « Sortez du véhicule, ne m'obligez pas à le redire. » Ce qu'aucun des 2 ne savait, c'est qu'ils étaient enregistrés sous 5 angles différents. La dashcam de Herald capturait tout à travers le pare-brise en haute définition. Le système de sécurité de la banque surveillait le parking depuis 3 positions différentes. Chaque caméra couvrant des champs qui se recoupaient, avec des horodatages synchronisés à la seconde près. Et de l'autre côté de la rue, un ouvrier du bâtiment nommé David Ellis était assis dans son camion en train de déjeuner. Il avait remarqué le contrôle. Il a trouvé l'attitude agressive du policier anormale et avait sorti son téléphone pour enregistrer. Herald s'est conformée à l'ordre. Elle a ouvert sa portière lentement, est sortie avec des gestes délibérés et s'est tenue à côté de sa Lexus, les mains visibles le long du corps. Son esprit était déjà en train de cataloguer les détails avec la précision qui avait fait d'elle l'une des juges les plus méticuleuses du Southern District. Heure, 15h58. Lieu, Westimer Road, à 6 miles du tribunal fédéral. Témoin, au moins 3 clients de la banque dans le champ visuel. Un ouvrier du bâtiment de l'autre côté de la rue. Des employés de banque visibles derrière les fenêtres. Hemsworth a demandé du renfort par radio. Sa voix portait à travers le parking. Langage bureaucratique professionnel qui déformait entièrement la réalité. Nos contrôles de véhicules suspects. Sujet prétendant être une juge fédérale, mais incapable d'expliquer pourquoi elle conduisait une voiture de luxe de 60 000 $. La correction de Herald a été immédiate et claire. Elle n'avait jamais dit être incapable d'expliquer son véhicule. Les salaires des juges fédéraux étaient les publics, et ils n'avaient jamais tenté de vérifier ses identifiants via la moindre base de données officielle. La réponse a été captée par les 5 caméras, avec un son parfaitement net. L'adjoint Lewis Garrett est arrivé dans les 6 minutes, début de trentaine, moins expérimenté que Hemsworth d'environ 10 ans. Il s'est immédiatement rangé à l'autorité du plus ancien, sans poser une seule question. Hemsworth l'a briefé rapidement. Possible véhicule volé. Sujet non coopératif.
Herald a exposé sa position avec la même clarté qu'elle utilisait devant les avocats se présentant à sa barre. Elle ne consentait à aucune fouille. Aucun motif probable n'avait été articulé. Ses identifiants fédéraux établissaient son identité au-delà de tout doute. Le contrôle était illégal et la fouille projetée constituerait une violation de ses droits protégés par le 4e amendement. Hemsworth l'a complètement ignoré. Il a affirmé qu'un soupçon raisonnable basé sur le signalement du véhicule volé justifiait une fouille selon la jurisprudence applicable. La réponse de Herald fut procédurale et précise. Si un signalement de véhicule volé existait réellement, il pouvait fournir le numéro du signalement et elle attendrait pendant que le dispatch le confirmerait via les canaux officiels. Le visage de Hemsworth est devenu rouge et il lui a ordonné de s'écarter du véhicule. Hemsworth a ouvert la portière conducteur. Sur le siège passager se trouvait la mallette en cuir de Herald, en cuir de veau noir, avec le sceau du tribunal fédéral embossé en lettres dorées, visible même à travers les vitres teintées. À côté se trouvait une grande enveloppe manille scellée portant en grosses lettres rouges, classifiée, sécurité nationale, personnel autorisé uniquement. La voix de Herald portait l'autorité judiciaire absolue malgré sa position, debout, menotté à côté d'une voiture de patrouille. Cette mallette contenait des documents classifiés de la justice fédérale. L'ouvrir sans habilitation de sécurité appropriée constituait un crime fédéral au titre du Title 18 du United States Code. En tant que juge fédéral, elle lui ordonnait de cesser immédiatement. Hemsworth a sorti la mallette du véhicule. Il l'a qualifiée d'élément de preuve dans l'enquête sur le vol du véhicule. La réponse de Herald a été factuelle et dévastatrice. Il n'existait aucune enquête sur un véhicule volé. Cette affirmation était fabriquée de toutes pièces, et les registres du dispatch prouveraient qu'aucun signalement de ce type n'avait jamais été déposé. Hemsworth a forcé la serrure de la mallette. Le cuir s'est déchiré. Le mécanisme a cédé. À l'intérieur se trouvaient plusieurs dossiers, chacun portant des marquages de classification tamponnés à l'encre rouge. Un dossier, barré de bandes diagonales rouges et portant un niveau de classification exigeant une habilitation spéciale fédérale, concernait une enquête antiterroriste en cours avec des implications internationales. Garrett a visiblement hésité, mais les marquages avaient l'air officiels. Peut-être qu'il devrait appeler un supérieur avant d'aller plus loin. L'ordre de Hemsworth a été sans équivoque. Photographier tout, procédure standard de collecte de preuves. Hemsworth a sorti son téléphone personnel et a commencé à photographier les pages. Le son mécanique de l'obturateur est claqué à répétition dans le calme de l'après-midi. Identité de témoins classifiée sous programmes fédéraux de protection. Conclusion d'enquête placée sous scellé provenant d'opérations du Homeland Security. Protocole de sécurité relatif à des activités antiterroristes en cours. Méthodes et sources dont la divulgation pouvait compromettre des opérations de sécurité nationale dans plusieurs pays. Herald était resté parfaitement immobile, mais son esprit documentait déjà tout avec une précision juridique qui serait plus tard décrite en cour fédérale comme extraordinaire. Chaque photographie créait des métadonnées horodatées. Chaque image était automatiquement téléversée vers des systèmes de stockage cloud qu'il serait impossible d'effacer par la suite. Chaque action était en train d'être captée par 5 systèmes d'enregistrement différents, sous 5 angles distincts. Elle a parlé clairement et posément, s'assurant que ses mots seraient captés par chaque microphone. Hemsworth et Garrett photographiaient des documents classifiés relevant de la sécurité nationale sans la moindre autorisation. Cela constituait un crime fédéral au titre du Title 18 du United States Code. Et elle était une juge fédérale en exercice et elle documentait leurs actes pour une future poursuite fédérale. Garrett a lui aussi sorti son téléphone et commencé à photographier d'autres sections des dossiers. Le total s'est élevé à 70 pages, 43 photographiées par Hemsworth, 27 par Garrett, toutes sauvegardées dans des clouds personnels dans les secondes suivantes.
toutes horodatées par des métadonnées impossibles à contester, toutes captées sur 5 caméras dont aucun des 2 officiers ne soupçonnait l'existence. Ce que Hemsworth ignorait, ce qu'il ne pouvait pas savoir pendant qu'il photographiait page après page avec une application presque méticuleuse, c'est qu'un de ces dossiers contenait bien plus que des renseignements classifiés liés au contre-terrorisme. Il s'agissait d'une enquête interne menée par le Department of Justice, Office of Inspector General. Sujet: accès illégal aux bases de données des forces de l'ordre et vente d'informations confidentielles à travers plusieurs comtés du Texas. L'enquête était active depuis 14 mois. Elle avait identifié des schémas de requête non autorisés, retracé des paiements via le système bancaire et documenté une entreprise criminelle opérant depuis 15 ans. À la page 7 de ce dossier, dans un document portant le niveau de classification le plus élevé, figurait un nom dactylographié avec la précision formelle du droit: Sheriff Samuel Hemsworth, Kendall County. Il venait de photographier les preuves de l'enquête fédérale sur ses propres activités criminelles, avec des métadonnées indiquant des horodatages exacts, des sauvegardes cloud créant des traces permanentes, et 5 caméras captant chaque instant. Il n'avait pas profilé une femme française noire au hasard, conduisant une voiture qu'il pensait qu'elle ne pouvait pas se payer. Il avait profilé la juge fédérale qui aurait un jour dû présider son propre procès pénal. Et il venait juste de lui fournir des preuves irréfutables d'obstruction fédérale à ajouter aux charges qui allaient mettre fin à sa carrière et à sa liberté. Les menottes se sont refermées sur les poignets de Herald avec une force excessive. Hemsworth les a serrées délibérément, le métal mordant la peau et laissant des marques qui seraient encore visibles des heures plus tard lorsque les photographes fédéraux documenteraient chaque détail comme élément de preuve. À travers le parking, et 3 clients de la banque avaient complètement cessé toute activité, figés dans divers états de sidération en regardant une femme en tailleur arrêtée à côté d'un véhicule de luxe. Une femme avait sorti son téléphone pour filmer. Le travailleur du bâtiment, de l'autre côté de la rue, n'avait jamais cessé d'enregistrer. Herald a été placé à l'arrière de la voiture de patrouille de Hemsworth. Le plastique était dur et inconfortable. La cage séparant l'avant de l'arrière créait une barrière physique qui serait plus tard décrite dans les actes de procédure comme symboliquement appropriée. Une barrière entre l'autorité policière et le contrôle judiciaire, entre un pouvoir supposé et un pouvoir comptable. Son esprit avait déjà 3 coups d'avance. Et les US Marshals seraient mobilisés en quelques minutes dès qu'elle manquerait son pointage de sécurité obligatoire. Chaque action avait été documentée par plusieurs systèmes d'enregistrement. Chaque photographie avait créé un élément de preuve horodaté impossible à contester. L'ossature juridique d'une poursuite fédérale se construisait d'elle-même avec la précision d'un dossier qu'elle aurait pu superviser depuis son banc. Le trajet jusqu'au bureau du shérif du comté de Kendall a duré 18 minutes. Herald était restée silencieuse à l'arrière, repassant mentalement les textes fédéraux avec la même précision qu'elle appliquait à chaque affaire portée devant sa juridiction. Il était maintenant 16h12, 14 minutes après l'heure prévue pour son pointage de sécurité. Au tribunal fédéral de Houston, son assistant judiciaire Robert Stevens a regardé sa montre pour la 3e fois. 16h12. Le pointage de sécurité obligatoire de la juge Herald était prévu à 16 heures précises. Il a essayé son téléphone portable. L'appel est tombé directement sur la messagerie. Stevens travaillait pour des juges fédéraux depuis 19 ans. Il connaissait leurs habitudes, leur fiabilité, leur discipline vis-à-vis des protocoles de sécurité qui existent pour des raisons forgées par une dure expérience. La juge Herald était connue dans tout le Southern District pour une ponctualité presque obsessionnelle. Elle confirmait les rendez-vous des heures à l'avance. Elle rappelait dans les minutes suivantes. En 4 ans, elle n'avait jamais, pas une seule fois, manqué un pointage de sécurité programmé sans notification préalable. Il a attendu exactement 2 minutes et a rappelé. 16h14. Messagerie. À 16h15,
Stevens a activé le protocole prévu précisément pour ce scénario. L'appel a été dirigé vers la Deputy U.S. Marshal Angela Reeves, responsable de la sécurité judiciaire pour le Southern District of Texas. Reeves avait passé 16 ans à protéger des juges fédéraux contre des menaces allant de justiciables rancuniers à des organisations criminelles, jusqu'à des services de renseignement étrangers. Elle a compris immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un simple oubli administratif ou d'un téléphone négligé. Les juges fédéraux fonctionnaient sous des protocoles de sécurité spécifiques parce que leurs décisions affectaient des intérêts puissants. Les menaces de mort étaient constantes. Le kidnapping était un risque documenté. Des tentatives d'assassinat s'étaient dit produites avec assez de régularité pour que les mesures de protection soient obligatoires plutôt qu'optionnelles. Lorsqu'une juge fédérale manquait un pointage programmé, la réponse devait être immédiate et totale. Reeves a accédé au système de localisation des appareils fourni par le tribunal en quelques secondes. Le téléphone de Herald avait émis son dernier signal sur une antenne à Westhamer Road à 15h58. Les données de localisation la plaçaient sur le parking d'une banque à 6 miles du tribunal. Il n'y avait eu aucun mouvement depuis. L'équipe des U.S. Marshals a été déployée immédiatement. 3 véhicules, 7 agents, protocole d'urgence complet. La députée Marshal Reeves et son équipe sont arrivés sur le parking de la banque à 16h31. La Lexus de Herald se trouvait sur l'emplacement B7, et exactement là où le système l'indiquait. Portière conducteur fermée, mais non verrouillée. Aucun signe de la juge. Aucun indice sur l'endroit où elle avait été emmenée, ni pourquoi. Reeves s'est adressé au directeur de la banque et a demandé un accès immédiat aux images de sécurité. Urgence fédérale. Juge fédéral disparu. Le directeur a coopéré en quelques minutes. Les enregistrements montraient tout. 15h58. Lexus bleu nuit entrant sur le parking. Femme française noire en tenue professionnelle. Main sur le volant. Posture coopérative. Véhicule du shérif bloquant la sortie. 16h01. Officier approchant agressivement. Main près de l'arme. La femme présente des identifiants visibles même sur la vidéo de sécurité lorsqu'elle tend les documents par la fenêtre. 16h03. L'officier examine brièvement les identifiants. Il ordonne à la femme de sortir du véhicule. 16h06. Renfort arrivé. 16h09. Mallette retirée du siège passager. Ouverte de force malgré les objections visibles de la femme. 16h11 à 16h18. Les 2 officiers photographient les documents avec leur téléphone personnel. 16h21. La femme est menottée et placée dans le véhicule de patrouille. 16h23. La voiture de patrouille quitte les lieux avec la femme en garde à vue. Reeves a regardé les images 2 fois. Son expression devenait plus dure à chaque passage. Puis elle a sorti son téléphone et appelé directement le bureau du shérif du comté de Kendall. Le sergent de permanence a répondu avec la courtoisie professionnelle de routine. Reeves s'est identifié avec une précision formelle. Deputy U.S. Marshal, Southern District of Texas, Judicial Security Division. Là, elle avait besoin d'une confirmation immédiate. Détenait-il quelqu'un correspondant à une description précise? Le sergent a vérifié le système d'écrou. Sujet correspondant à la description, amené environ 25 minutes plus tôt. Actuellement en cellule, en attente de traitement. Reeves a demandé quelle charge était enregistrée. Sa voix restait maîtrisée, professionnelle, sans rien laisser paraître de ce qui allait suivre. Le sergent a lu ce qui s'affichait à l'écran. Obstruction à la justice. Suspicion d'implication dans une opération de véhicule volé. Le silence du côté de Reeves a duré assez longtemps pour devenir inconfortable. Quand elle a repris la parole, sa voix s'était entièrement transformée. Chaque mot portait le poids d'une autorité fédérale en train de se mobiliser en temps réel. S'ils avaient une juge fédérale des États-Unis en détention. Des identifiants judiciaires fédéraux avaient été présentés puis ignorés. Des documents classifiés relevant de la sécurité nationale avaient été consultés sans autorisation.
Cela constituait désormais un incident fédéral. Il ne devait de plus procéder à aucun traitement supplémentaire. Il ne devait pas la déplacer. Il ne devait plus lui parler. Des agents fédéraux étaient déjà en route et arriveraient dans les minutes suivantes. Le ton du sergent est passé de la routine administrative à une panique à peine contenue. Le capitaine Vincent Drake travaillait au bureau du shérif du comté de Kendall depuis 24 ans. Il avait géré des enquêtes internes de corruption qui avaient mis fin à des carrières. Il avait encadré des fusillades impliquant des officiers et ayant généré une couverture médiatique nationale. Il avait traversé des audits fédéraux sur les droits civiques et des crises budgétaires ayant presque ruiné le département. Rien dans son expérience ne l'avait préparé à ce que le sergent de permanence venait de lui rapporter. Drake a atteint la zone de détention en 3 minutes. La juge Herald était assise sur le banc de béton, veste de tailleur pliée à côté d'elle, col toujours parfaitement ajusté, posture droite malgré les circonstances dégradantes. Son expression était calme, professionnelle et absolument contrôlée. Aucune colère sur son visage, aucune frustration, aucune peur. Seulement ce type d'autorité posée qui fit mourir dans la gorge de Drake les excuses qu'il s'apprêtait à présenter. Il a commencé à parler. « Juge Herald, je suis tellement... » Elle l'a interrompu avec une seule question, prononcée sur le ton même qu'elle employait quand elle interrogeait des avocats mal préparés devant son banc. « Où sont les documents photographiés à partir de ma mallette ?» Drake a vérifié le registre des pièces à conviction avec des mains qui s'étaient mainstream mises à trembler. L'entrée était là, avec une précision numérique implacable. Contenu de mallettes photographiées par les officiers Hemsworth et Garrett à des fins de preuve. 43 pages photographiées par Hemsworth, 27 par Garrett. Total de 70 documents classifiés, toutes les images horodatées, toutes automatiquement transférées vers des comptes cloud personnels avant même que les téléphones n'aient été sécurisés. Herald a posé sa deuxième question. Certains de ces documents portaient-ils un marquage de classification? Drake a senti le sang quitter son visage lorsqu'il a poursuivi la lecture du registre. Sa voix est sortie à peine au-dessus du murmure. Oui, plusieurs dossiers marqués classifiés, plusieurs dossiers marqués sécurité nationale, plusieurs dossiers avec des niveaux de sécurité nécessitant des habilitations fédérales que tout mon département réuni ne possède pas. Herald a formulé sa troisième question avec un calme dévastateur. Combien de ces photographies ont été transférées dans le cloud avant que les téléphones soient saisis? Drake a consulté la documentation des pièces à conviction avec une horreur croissante. Toutes, sauvegarde cloud automatique. Les 70 images ont été transférées dans les secondes suivant la prise de vue. Stockées sur des serveurs qu'aucun de nous n'a le pouvoir d'effacer. Herald s'est levée. Elle a remis en place sa veste avec des gestes qui appartenaient davantage à une salle d'audience qu'à une cellule. Sa voix restait mesurée, judiciaire, presque douce dans sa certitude absolue. Le shérif Hemsworth et l'adjoint Garrett ont commis plusieurs crimes fédéraux. Accès non autorisé à des informations classifiées relevant de la sécurité nationale, obstruction à des procédures judiciaires fédérales, violation de documents placés sous scellé et protégés par le droit fédéral. Chacune de ces violations emporte des peines minimales obligatoires qui se comptent en années plutôt qu'en mois. Elle a marqué une pause délibérée avant d'ajouter le détail qui faisait basculer toute l'affaire. Parmi ces 70 pages photographiées figurait une enquête en cours du Department of Justice, Office of Inspector General. Le sujet de cette enquête, accès illégal aux bases de données des forces de l'ordre et vente d'informations confidentielles à travers plusieurs comtés du Texas. Les activités du shérif Samuel Hemsworth faisaient bel objet d'une enquête fédérale depuis 14 mois. Le visage de Drake est passé du choc à la compréhension, puis à la conscience totale de la catastrophe. Herald a poursuivi, sur le même ton mesuré. Hemsworth vient tout juste de photographier les preuves de l'enquête fédérale sur sa propre entreprise criminelle, avec des métadonnées indiquant des horodatages exacts, des sauvegardes cloud créant des archives fédérales permanentes
et 5 caméras distinctes capturant chaque instant sous 5 angles différents. Sa dernière phrase est tombée avec une précision chirurgicale. Il n'a pas profilé une femme française noire au hasard, conduisant une voiture qu'il pensait qu'elle ne pouvait pas se permettre. Il a profilé la juge fédérale qui aurait un jour présidé son procès pénal. Et il vient de créer des preuves irréfutables d'obstruction fédérale qui viendront s'ajouter aux charges qui auraient déjà suffi à mettre fin à sa carrière et à sa liberté. Pensez-vous que cela se serait produit si la juge Herald avait été blanche? Répondez oui ou non dans les commentaires et dites-moi pourquoi. Et appuyez aussi sur « Partager » parce que les gens doivent voir comment la justice fonctionne réellement lorsqu'elle s'appuie sur des preuves et sur une autorité institutionnelle. Eddie Herald a été libéré exactement à 16h47, soit 90 minutes après le début du contrôle. Les agents fédéraux avaient sécurisé les lieux. Tous les téléphones avaient été saisis. Toutes les caméras avaient été identifiées. Toutes les pièces avaient été placées sous chaîne de conservation fédérale de manière à résister à n'importe quelle contestation judiciaire. Elle a conduit directement jusqu'au tribunal fédéral, les poignets portant encore les marques visibles de menottes délibérément serrées. Une fois dans son cabinet, elle a commencé à passer les appels qui allaient en déclencher une réponse institutionnelle complète. La Chief Judge Patricia Vega a pris l'appel immédiatement. La conversation a duré 7 minutes. Une enquête fédérale complète serait obligatoire. Les ressources seraient illimitées. Et les conséquences seraient maximales. Le Department of Justice, Civil Rights Division, a été contacté. L'avocat principal a saisi les implications en quelques secondes après le briefing de Herald. Obstruction fédérale. Violation liée à des informations classifiées. Privation de droits sous couleur de la loi. Le déploiement d'une équipe d'enquête a été promis dans les heures suivantes. La National Security Division a été informée en raison de la compromission de documents classifiés. Les protocoles antiterroristes ont été activés immédiatement. À 18h15, les enquêteurs fédéraux exécutaient déjà des mandats de perquisition simultanés dans 3 comtés. Tous les appareils électroniques furent saisis chez Hemsworth, Garrett et 4 adjoints supplémentaires identifiés grâce à une première analyse des communications. Téléphone, un ordinateur, tablette, serveurs personnels et départementaux. Tout ce qui pouvait stocker des données, tout ce qui pouvait contenir des preuves. L'examen médico-légal prendrait 3 mois. Ce qu'ils y trouveraient dépasserait même les attentes initiales des enquêteurs fédéraux. 623 contrôles routiers effectués par Hemsworth en 15 ans. 91% impliquaient des conducteurs issus de minorités. Les comtés où il opérait étaient peuplés à 71% de blancs, selon les données du recensement. Les analyses statistiques démontreraient plus tard que cet écart relevait d'une impossibilité mathématique sans ciblage racial intentionnel. 1847 requêtes non autorisées dans les bases de données pendant la même période de 15 ans. Informations revendues à 23 clients différents, dont des détectives privés, des cautionneurs, et des journalistes de tabloïds. 340 000 $ de paiements traçables via des relevés bancaires que Hemsworth croyait apparemment sûrs. Des messages textes couvrant 8 ans. Un langage raciste inscrit dans une permanence numérique. Communication coordonnant des opérations de profilage racial avec d'autres adjoints. Célébration de quotas d'arrestation. Moquerie envers des conducteurs issus de minorités utilisant des insultes qui seraient plus tard lues à haute voix devant une juridiction fédérale. 6 adjoints supplémentaires furent identifiés comme participants à l'opération de revente d'accès aux bases de données. Une entreprise criminelle systématique avec Hemsworth comme architecte et principal bénéficiaire. Les preuves étaient accablantes, la documentation irréfutable. Et tout avait été préservé parce qu'une juge fédérale avait gardé un calme parfait au moment d'être humiliée, avait documenté chaque détail avec une précision juridique absolue et avait fait confiance au système conçu pour protéger l'indépendance judiciaire
afin qu'il fonctionne exactement comme prévu, une fois confronté à des preuves impossibles à nier. Le grand jury fédéral s'est réuni 11 mois après l'incident du parking de la banque. L'acte d'accusation qu'il a rendu comptait 49 pages, détaillant 49 chefs d'inculpation fédéraux distincts contre le shérif Samuel Hemsworth. Chacun soutenu par des preuves si écrasantes que les avocats de la défense diraient plus tard qu'il s'agissait de la poursuite la mieux documentée qu'ils aient jamais vue. Le procès a commencé un lundi matin de septembre dans une salle d'audience fédérale à Houston, sous la présidence du juge Michael Russo, venu du Eastern District of Texas afin de garantir l'impartialité. Il était connu dans tout le Fifth Circuit pour ses peines sévères dans les affaires de corruption impliquant les forces de l'ordre et n'avait précisément aucune tolérance pour les officiers trahissant la confiance du public. L'accusation a présenté son dossier sur 4 semaines avec une précision méthodique. Chaque élément de preuve a été introduit en veillant soigneusement à la chaîne de conservation. Chaque témoin avait été préparé pour résister à un contre-interrogatoire agressif. Chaque pièce racontait l'histoire d'un système d'abus ayant fonctionné pendant 15 ans pendant que la hiérarchie du département regardait ailleurs. Les preuves de ces vidéos sont venues d'abord. 5 angles de caméra synchronisés depuis le parking de la banque, montrant les mêmes événements sous différentes perspectives. Images haute définition de la Lexus de Herald entrant sur le parking à 15h58. Sont parfaitement claires de Herald, demandant pourquoi elle avait été arrêtée. Réponse de Hemsworth sur un prétendu signalement de véhicule volé. Herald présentant des identifiants fédéraux. Hemsworth les examinant 4 secondes avant de les écarter comme potentiellement faux. La fouille forcée de la mallette malgré le refus explicite de Herald. Les 70 photographies prises sur des documents classifiés en 9 minutes. La défense n'avait aucun moyen efficace de répondre à des preuves vidéo authentifiées par 5 sources différentes. Puis vinrent les preuves médico-légales. Des spécialistes en criminalité informatique ont témoigné sur l'extraction des métadonnées des 70 photographies. Chaque image contenait des coordonnées GPS plaçant Hemsworth exactement au lieu du contrôle. Chaque image contenait des horodatages précis à la seconde près. Chaque image avait été automatiquement téléversée vers des serveurs cloud, créant des archives permanentes, hébergées sur des serveurs situés dans 3 États différents avant même que Hemsworth ne soit remonté dans son véhicule de patrouille. Les relevés bancaires retraçaient 340 000 $ de paiement versés à Hemsworth sur 15 ans, 23 sources distinctes. Détectives privés payant pour des recherches d'antécédents nécessitant un accès aux bases de données policières. Un cautionneur payant pour obtenir des informations d'arrestation leur donnant un avantage concurrentiel. Journalistes de tabloïds payant pour des mugshots de célébrités et des rapports d'arrestation. Chaque transaction documentée, chaque paiement traçable, chaque dépôt effectué sur des comptes que Hemsworth croyait apparemment introuvables. Le journal des accès aux bases montrait 1847 requêtes non autorisées. Recherches sur des célébrités, des politiciens, des chefs d'entreprise, des citoyens ordinaires qui n'avaient rien fait pour justifier une quelconque attention policière. Chaque requête horodatée. Chaque requête correspondant à des paiements intervenus dans les jours suivants. Le schéma était indéniable et impossible à expliquer autrement que par une entreprise criminelle systématique. Et une analyse statistique fut présentée par un expert ayant déjà témoigné dans des affaires de droit civique à travers le pays. 623 contrôles routiers réalisés par Hemsworth sur 15 ans. 567 impliquaient des conducteurs issus de minorités. Les comtés où Hemsworth opérait étaient basses peuplées à 71% de blancs, selon les données du recensement. L'expert expliqua qu'obtenir un taux de 91% de contrôle de minorité dans un comté blanc à 71%, sans ciblage racial, intentionnel, avait une probabilité statistique proche de 0. Les données comparatives des autres officiers du même département
montraient des taux de contrôle alignés sur les réalités démographiques. Hemsworth était un cas extrême. Les chiffres prouvaient l'intention discriminatoire au-delà de tout doute raisonnable. Des messages textes furent lus à haute voix à l'audience. Yo 8 années de communication avec d'autres adjoints. Un langage raciste qui mettait visiblement les jurés mal à l'aise. Une coordination d'activités de profilage avec des discussions spécifiques sur le ciblage de véhicules chers dans certains quartiers. La célébration de quotas d'arrestation avec des primes apparemment versées sous la table par le département. La moquerie de conducteurs issus de minorités au moyen d'insultes que le procureur lut d'une voix plate, dénuée d'émotion, ce qui les rendait d'une certaine façon encore plus accablantes. La défense a tenté de faire valoir qu'il s'agissait d'incidents isolés sortis de leur contexte. L'accusation a répondu en présentant d'autres messages issus de périodes différentes montrant exactement les mêmes schémas. L'argument s'est effondré sous le poids de la preuve documentaire. Herald a pris la barre au 15e jour du procès. Elle a témoigné pendant 7 heures réparties sur 3 sessions, décrivant l'arrêt sur le parking de la banque avec une précision absolue. Sa voix n'a jamais tremblé. Sa maîtrise n'a jamais cédé. Elle a raconté comment elle avait présenté ses identifiants fédéraux et observé Hemsworth les examiner 4 secondes avant de les rejeter comme potentiellement faux. Elle a expliqué qu'elle avait nié explicitement tout consentement à la fouille de son véhicule et que ce refus avait été ignoré. Elle a décrit comment elle avait vu photographier des documents classifiés de sécurité nationale malgré ses avertissements clairs sur les violations de la loi fédérale. Le contre-interrogatoire de la défense a tenté de suggérer qu'elle avait été peu coopérative ou qu'elle avait en quelque sorte provoqué la situation. Les réponses de Herald furent dévastatrices dans leur simplicité. Elle avait répondu à chaque question posée. Elle s'était conformée à tout ordre légal. Elle avait présenté des identifiants fédéraux valides. Elle avait expliqué exactement pourquoi la fouille était illégale. Sa coopération avait été totale dans les limites des protections constitutionnelles qu'elle avait parfaitement le droit d'invoquer. Sa dernière déclaration a été prononcée avec une intensité retenue qui a traversé toute la salle. Elle avait passé sa carrière à faire respecter la Constitution. Cet après-midi d'octobre, elle en avait vécu la violation de manière directe, non parce qu'elle avait commis un crime, non parce qu'elle s'était comportée de manière suspecte, mais à cause de la couleur de sa peau et de la voiture qu'elle conduisait. 29 autres victimes ont témoigné la semaine suivante. Une femme qui avait perdu la garde de ses enfants après qu'une arrestation inventée de toutes pièces eut déclenché une intervention des services de protection de l'enfance. Un homme âgé qui avait été hospitalisé après avoir été jeté au sol lors d'un contrôle prétexte. Un jeune entrepreneur dont l'entreprise s'était effondrée après que de fausses charges eurent détruit sa réputation. Des charges finalement abandonnées, mais seulement une fois le mal fait. Le schéma apparaissait alors avec une clarté brutale. Une destruction systématique de vie à travers le profilage racial, menée sous l'autorité des forces de l'ordre et protégée par une hiérarchie qui avait regardé ailleurs pendant 15 ans. Le jury a délibéré 6 heures. Il a rendu des verdicts de culpabilité sur les 49 chefs fédéraux, 8 chefs de privation de droits sous couleur de la loi, 12 chefs d'accès non autorisés à des informations classifiées, 7 chefs d'obstruction à la justice, 15 chefs de fraude informatique, 5 chefs de fraude électronique, 2 chefs de complot. Aucune relaxe, aucun jury suspendu sur un seul chef. Hemsworth est resté sans émotion visible à la lecture du verdict. Son avocat avait l'air physiquement malade. Le juge Rousseau a fixé l'audience de peine à 6 semaines plus tard. L'audience a duré 4 heures. L'accusation a demandé un alourdissement de la peine au regard des circonstances aggravantes. Elle a présenté des déclarations d'impact de 37 victimes dont les vies avaient été affectées par les actes de Hemsworth. Elle a documenté des abus systématiques s'étendant sur 15 ans. Elle a insisté sur la faille de sécurité nationale créée par les photographies de documents classifiés et sur l'atteinte à l'indépendance judiciaire
que représentait l'arrestation d'une juge fédérale ayant présenté des identifiants valides. La défense a plaidé la clémence. Elle a évoqué des circonstances familiales. Elle a cité un service militaire vieux de 20 ans. Elle a exprimé des remords paraissant creux à la lumière de messages célébrant les arrestations et se moquant des victimes. La motivation du juge Rousseau a abordé chaque facteur aggravant avec une précision méthodique. Hemsworth n'avait pas seulement violé des droits individuels. Il avait trahi la confiance fondamentale que les communautés placent dans les forces de l'ordre. Il avait transformé son autorité en arme contre les mêmes personnes qu'il avait juré de protéger. Il avait profilé racialement des centaines de citoyens. Il avait vendu des informations confidentielles pour son profit personnel. Et lorsqu'il avait rencontré une juge fédérale, il avait commis des crimes contre le système judiciaire lui-même. La peine est tombée avec une finalité ne laissant aucune place à l'échappatoire. 52 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle sous les règles fédérales de détermination des peines. Hemsworth aurait 84 ans avant la première possibilité théorique de sortie. Dans les faits, c'était une peine à vie. Tous les droits à pension furent révoqués. Et sa certification d'officier de police fut définitivement retirée. Les recours devant le Fifth Circuit furent rejetés. Une requête à la Cour suprême fut rejetée sans commentaire. Chaque voie de sortie fut méthodiquement fermée. L'adjoint Garrett a reçu 23 ans de prison pour complicité et obstruction. 4 autres adjoints ont reçu des peines allant de 8 à 15 ans pour leur participation au réseau de vente d'accès aux bases de données. Le superviseur du département a reçu 11 ans pour avoir systématiquement étouffé les plaintes et permis au réseau de profilage de prospérer par indifférence délibérée. L'entreprise criminelle entière fut démantelée. 6 carrières détruites, plusieurs familles brisées. Et toute cette chute remontait à une seule décision: profiler une femme en fonction de la couleur de sa peau et de la voiture qu'elle conduisait. Le procès civil a progressé en parallèle. Herald contre Kendall County Sheriff's Department et Samuel Hemsworth. Fausses arrestations, privation de droits civiques, souffrance émotionnelle intentionnelle, atteinte à l'indépendance judiciaire et défaillance systémique de supervision ayant permis les violations constitutionnelles. Le comté a proposé un règlement amiable 3 mois avant le procès. 3,9 millions de dollars, assorti d'une clause de confidentialité exigeant de Herald qu'elle ne parle jamais publiquement de l'affaire. Leurs avocats l'ont qualifié de généreux compte tenu des circonstances. Herald a refusé. Alors elle a exigé un procès public et une responsabilité institutionnelle qu'un accord confidentiel aurait masqué. L'affaire a donc été portée devant un jury. Le procès civil a duré 4 semaines. Les preuves ont montré que le département avait reçu 47 plaintes formelles contre Hemsworth sur 15 ans. Chacune avait été classée en interne sans véritable enquête. Les systèmes d'alerte précoce avaient signalé les schémas de contrôle de Hemsworth comme des anomalies statistiques. La hiérarchie avait ignoré ces avertissements. Le département avait cultivé une culture récompensant l'agressivité policière sans responsabilité significative. Le verdict du jury est tombé avec des chiffres qui ont fait les gros titres au niveau national. 35 millions de dollars de dommages et intérêts. 10 millions compensatoires pour le préjudice subi. Et 25 millions punitifs, spécialement destinés à sanctionner le département pour son indifférence systémique face à des violations constitutionnelles documentées et ignorées pendant plus d'une décennie. C'était le plus important verdict en matière de droit civique de toute l'histoire du Texas. Le décret de consentement fédéral qui a suivi était complet et contraignant. 10 ans de monitoring par le Department of Justice. Création d'un comité de supervision indépendant avec pouvoir de citation à comparaître et d'enquête sans interférence du département. Caméras piétons obligatoires pour tous les officiers, avec stockage assuré par des tiers indépendants. Refonte complète de la formation sur les biais par des experts des droits civiques plutôt que par des personnels de maintien de l'ordre. Un système d'alerte précoce déclenchant automatiquement des enquêtes lorsque des officiers présentent des schémas statistiques d'application discriminatoire.
Toutes les données de contrôle ventilées par démographie, avec publications trimestrielles accessibles aux chercheurs et aux organisations de défense des droits civiques. Ces réformes devaient concerner chaque officier du département. Le contrôle indépendant durerait une décennie et les changements serviraient de modèle à d'autres juridictions confrontées à des schémas similaires de discrimination policière. 3 semaines après le verdict civil, Herald a tenu une conférence de presse au tribunal fédéral. Elle se tenait derrière un pupitre portant le sceau de la United States District Court et a délivré une déclaration soigneusement préparée, mais manifestement traversée d'émotions et à peine contenue. Elle n'avait pas poursuivi cette affaire pour l'argent. Elle l'avait poursuivie pour la justice. Le moindre dollar du règlement de 35 millions serait donné à des organisations œuvrant pour empêcher que ce qui lui était arrivé n'arrive à d'autres. Les dons furent annoncés avec des montants précis. 12 millions au National Police Accountability Project, 10 millions au NAACP Legal Defense Fund, 8 millions à l'Innocence Project, 5 millions à des organisations locales d'aide juridique fournissant une représentation à des défendeurs qui n'avaient pas les moyens de payer un avocat. L'intégralité du règlement. Pas un dollar conservé à titre personnel. Tout affecté à une réforme systémique. La Foundation for Judicial Accountability fut créée sous le nom de Herald et financée par le règlement. Sa mission se concentrait sur 3 axes. Financer les appels dans les affaires de condamnation injustifiées, fournir une aide juridique à ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre et développer des programmes de formation pour les policiers et les acteurs judiciaires. Les résultats de la Fondation, sur les 3 années suivantes, dépassèrent même les projections les plus optimistes. 24 personnes condamnées à tort furent libérées. Leurs dossiers renversés grâce à des preuves découvertes par les enquêteurs de la Fondation. Une représentation juridique fut fournie à plus de 400 défendeurs confrontés à des poursuites similaires à celles fabriquées par Hemsworth. Petit contrôle routier ayant dégénéré en charges lourdes via des schémas de contrôle discriminatoires. Les projets de réforme élaborés par la Fondation furent adoptés dans 9 États. Les réformes portaient sur les systèmes d'alerte précoce, le contrôle indépendant et la publication publique des données de contrôle. Les conférences fédérales de la magistrature commencèrent à utiliser l'affaire comme outil pédagogique sur le maintien des protocoles de sécurité et la réponse aux menaces contre l'indépendance judiciaire. Les programmes de formation du FBI l'intégrèrent à leur module sur les violations des droits civiques. La transformation fut complète. Ce qui avait commencé comme un seul acte de profilage racial avait exposé une entreprise criminelle de 15 ans et créé des réformes institutionnelles qui affecteraient des milliers de dossiers dans plusieurs États. L'image finale cristallisait l'inversion totale. Hemsworth en prison fédérale, privé de toute autorité et de toute liberté, purgeant une peine qui ne s'achèverait qu'avec sa mort. Son uniforme remplacé par des vêtements de prison, son autorité réduite à néant, sa liberté mesurée en décennies qu'il ne vivrait jamais réellement. Herald en robe de juge, continuant de servir depuis le banc fédéral avec le même calme souverain que celui qu'elle avait montré menotté sur un parking de banque. Toujours à présider des affaires affectant des millions de vies. Toujours à rendre des décisions créant des précédents. Toujours à incarner le principe selon lequel une justice correctement administrée peut survivre à n'importe quelle attaque et en ressortir plus forte. Parfois, la justice n'est pas simplement rendue. Parfois, elle est délivrée avec 52 années de conséquences et un investissement de 35 millions de dollars, destiné à empêcher que cela ne se reproduise jamais. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine histoire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait l'apprécier. Et continuons à construire cette communauté ensemble. Avant de partir, laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais beaucoup savoir ce qui vous a le plus marqué. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous, restez curieux et à bientôt dans la prochaine vidéo.